Eh ben, bonjour à tous. Déjà, j'espère que vous vous portez bien. C'est le plus important. Aujourd'hui, on va parler futur, on va parler signaux faibles, on va parler prospective. Et dans ces temps incertains, ça me semble une bonne idée parce que je crois que chaque entreprise a le devoir de préparer son futur aujourd'hui, et c'est vraiment maintenant que ça se joue. Et on a l'immense honneur et l'avantage de recevoir notre ami Philippe Cahen, qui est Monsieur Prospective France, qui a inventé une méthode à part entière dont on voit un petit peu partout. Et surtout, c'est la personne la plus fidèle, je pense, des sommets du digital, puisque ça fait 5 éditions où on a la chance de t'avoir. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire que tu vas faire ta première partie un peu sur style conférence, bon, alors masquée a priori, voilà, c'est une nouveauté, pourquoi pas. Et puis ensuite, ben, ça sera autour de vos questions. Donc là, je te laisse Sylvie expliquer comment on fait pour poser les questions pour que ça soit utile. Je sais que Louise n'est pas très loin non plus pour la sélection des questions qui va t'aider. Voilà. Ben, je te laisse la parole et puis ben, Philippe, régale-nous et dis-nous ce qui va se passer demain dans 6 mois. Demain, c'est pas le 11 mai, on est bien d'accord, hein, c'est dans 6 mois. Ouais. Bonjour à tous. Pour les questions, donc vous utilisez le QR ou QA selon la version que vous avez de Zoom. Louise en back-office nous fera me fera un petit résumé et je poserai les questions soit en fin de session, soit si vraiment elle s'avère être opportune au cours de la conversation, du développé de Philippe, je me permettrai de l'interrompre. Alors Philippe, tu es monsieur signaux faibles. En quelques mots ou en une brève définition, c'est quoi les signaux faibles? D'abord, je ne tiens pas derrière le masque. Hein. J'avais peur de postillonner sur vos écrans, mais quand même. Un signal faible, c'est un fait paradoxal qui inspire réflexion. Un fait paradoxal, c'est-à-dire contre la doxa, contre la parole commune, et qui inspire réflexion, c'est-à-dire qui vous interroge. J'en ai relevé un ce matin dans les Échos. Voilà. Donc, tout simplement, le premier sommet mondial sur le climat envoie un signal positif, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pour préparer la COP26. On se rend compte que c'est organisé en Allemagne, qu'Angela Merkel y était, comme d'ailleurs les ministres français et européens en téléconférence, comme aujourd'hui. Et on dit bien, l'Europe dit bien, oui, les objectifs de Paris 2015, de la COP 21 seront tenus et il faut absolument qu'on le fasse. Alors, c'est un signal faible, d'abord parce qu'on n'en a vraiment pas entendu parler, pourtant, vous voyez, ça fait un beau titre dans les Échos. C'est un signal faible aussi parce que c'est quelque chose d'important, on avait l'impression que c'était oublié. Bon, merci pour cette définition. Ça nous sert à quoi aujourd'hui d'analyser les signaux faibles? En quoi ça va nous aider pour demain, pour la sortie de confinement? Alors, je crois qu'on n'a jamais eu autant besoin des signaux faibles et de la prospective qu'aujourd'hui. Mais jamais l'entreprise n'a autant eu besoin de réfléchir à ce que sera demain. D'autant plus qu'on a tous vu plus ou moins l'intervention d'Édouard Philippe mardi, donc il y a 2 jours. Il nous a fixé une date le 11 mai, il nous a fixé une date le 2 juin, et tous les médias, tous autant qu'on est, on a le nez dans le guidon, on est dans le factuel, qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire et qu'est-ce qu'on n'aura pas le droit de faire. On est en pleine déformation mentale, en enfermement, en appauvrissement. Il faut lever le nez du guidon. Il faut s'interroger. Moi, je propose une question très simple, c'est quoi le monde où j'aimerais vivre dans 1 an, en avril 2021? On peut dire en 2 ans, peu importe. Et à partir du moment où on a cette question en tête, c'est quoi le monde où j'aimerais vivre, où j'aimerais fonctionner dans 1 an, on a un petit radar qui fonctionne dans notre tête et qui perçoit des signaux faibles, qui perçoit plein d'informations autour de nous qui nous disent « Ah tiens, voilà une idée, ah tiens, voilà une autre idée ». Eh bien là, on est en train de faire fonctionner les signaux faibles. Super. Finalement, on est en train de vivre quoi? Qu'est-ce qui nous arrive? Alors, c'est un truc qu'on n'a jamais vu. On est dans un TGV, il fait du 500 km/h, il est blindé, il y a du monde, et tout à coup, il éclate sur un mur, et il s'arrête.
on regarde ce qui se passe. Tiens, un coronavirus, le Covid-19, on essaye, on voit comment il faut le réparer, on essaye de voir ce qui se passe comme dégâts dans les wagons. Le train, il est long, donc ça met un petit peu du temps pour se répercuter partout. Et puis, on dit, bon, il va falloir qu'on redémarre. Alors, on essaye de redémarrer. Il faut réparer, il faut relancer la machine. C'est ça le TGV, on est d'accord. Il y en a un petit TGV qui a dit, moi, je vais y aller tout seul. C'est un Chinois qui fait du 50-100 km/h, qui a déjà démarré. Il y a même un Japonais, il y en a un Coréen, il y en a qui vont... Voilà. Mais la grosse machine, celle qui bloque l'économie mondiale, elle est très lente à démarrer. Combien de temps elle va mettre? 2 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans? C'est ça la question. On est dans un film de science-fiction dont on ne connaît pas le scénario. Alors, on vit 4 temps qu'il faut séparer. Le temps du confinement, le temps du déconfinement, le temps du relancement et le temps de l'après-Covid-19. Et on va voir ces 4 temps. Le premier, c'est le temps du confinement. Vous le connaissez, on y est, on nous annonce sa fin. Il y a un quart de gens qui travaillent par télétravail, un quart qui travaille sur le terrain, puis la moitié en chômage partiel, avec une patte en l'air. Qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, il y a le déconfinement, avec une première étape jusqu'au 2 juin, avec une deuxième étape 3 semaines après, etc. C'est-à-dire, le déconfinement, on a quelque chose d'immense qui est en train de s'amenuiser. Et le déconfinement, on ne sait pas comment ça va se passer. En Chine, à Berlin, les gens étaient tétanisés. Vous avez le droit de sortir, vous avez le droit de faire vos courses. Ouais. Là, je peux y aller, là, je ne peux pas y aller, là, je peux acheter, là, je ne peux pas acheter. Qu'est-ce qui nous attend, à nous, en France? De la déflation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les magasins de voitures, les concessionnaires sont pleins de voitures, et il y a les nouvelles qui arrivent en septembre, octobre. Les magasins de vêtements, la mode d'été, oui, j'ai une jolie collection d'été, enfin, pour Clermont-Ferrand, à la plage de Clermont-Ferrand, ça va pas être génial, j'aime bien Clermont-Ferrand, et d'ailleurs, ils vont être en département vert, mais donc, je brade, et je brade à combien? Donc, baisse des prix, chute très forte, on aura des sols énormes, voilà. L'entreprise, c'est la même chose, elle redémarre tout doucement, surtout dans une fonction d'assistance psychologique à ses salariés, à ses clients. Elle materne, elle ne brusque pas, vous allez voir, ça va bien se passer, il faut que tout soit conforme, avec une crainte permanente, la rechute de l'autre. Vous imaginez, vous avez une réunion le 15 juin, très sympa, vous allez dans une boîte, vous êtes chez vous, il y a des clients qui viennent, des gens qui viennent, vous mangez là, vous avez la cantine sur place, etc. Et 10 jours après, ou 3 jours après, plutôt, 3 jours après, quelqu'un était là et dit « j'ai de la fièvre ». Et ça vient de chez vous. La merde, la tuile. Donc, imaginons le contexte psychologique que l'on va vivre pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. On est dans une sortie lente du cauchemar avec une sortie vers la vie réelle qui est très lente. Et puis, les frontières sont fermées et dès lors, on passe les vacances en France. Les vacances. Vous allez dire à certaines personnes, attends, tu as pris 3 mois de confinement, tu ne vas pas me prendre 3 semaines de vacances quand même. Ça va être la discussion. Et puis on a le relancement. Le relancement, il démarre en même temps qu'on a le déconfinement, il commence à démarrer, on est en train de relancer la machine, on a un choc social, un choc économique, un choc psychologique, un choc organisationnel, on a changé nos vies, il y a des choses où on se dit, tiens, demain on va tous télétravailler. Non, on ne va pas tous télétravailler, on ne va pas tous télétravailler tout le temps. Oui, mais demain, on va faire de la gym à la maison devant la télé. Oui, de temps en temps. Oui, mais demain, on va faire du téléenseignement. Oui, quand ça n'ira pas autrement. C'est-à-dire que ce qui va se mettre en place sera différent de ce que nous avons vécu. Est-ce qu'on aura un basculement vers une nouvelle consommation ou est-ce qu'on va consommer exactement comme avant? Bien, on ne le sait pas. Donc, on a ce relancement qui est en train de se faire et qui est un
un moment un petit peu d'angoisse. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment est-ce qu'il faut que j'organise mon entreprise par rapport à un marché où j'observe les autres entreprises et ce n'est pas tout à fait ce que j'attendais. C'est le troisième point. Et puis après, il y a l'après-Covid, l'après-Covid-19. En fait, nous sommes devant des États et des entreprises qui ont perdu du poids. La France, on peut considérer qu'elle a perdu 10 à 15% de son poids. C'est énorme. Elle s'est atrophiée. Elle a perdu du PIB. Il y a d'autres pays qui en sont à 5, 3, 4, 5, 10, on ne sait pas, 12, 15. On a perdu du poids. Et à côté de ça, il y a des États concurrents, comme l'Allemagne, comme d'autres, qui ont démarré plus tôt, comme le Japon, comme la Chine. Donc on prend du retard. On est dans une situation où il faut se réinventer parce qu'en réalité, quand on a perdu 10-15% de notre poids, on est comme on était il y a une dizaine d'années. Et pourtant, les personnes disent « Oui, mais attendez, moi, mon niveau de vie, il est de 2020, il n'est pas de 2010. Mon salaire, il est de 2020, pas de 2010. » Et là, ça devient compliqué. Et là, j'ouvre une parenthèse importante que j'attends, moi, de la part de l'État. C'est quelque chose que j'ai appelé le Conseil national de la réinvention, il y a déjà 2 mois. Et Macron a dit qu'il fallait se réinventer, il y a moins de 2 mois. Je suis prospectiviste, n'est-ce pas, ou je ne suis pas. Eh bien, il faut absolument se réinventer. Et on est comme le Conseil national de la résistance, il faut imaginer le monde que l'on attend dans 5 ans, dans 10 ans. Et il ne faut pas être la tête dans le guidon, y compris dans l'entreprise. On doit se réinventer, on doit voir comment notre marché va avancer. Vous savez, le 15 septembre, on ne va pas parler des retraites, on ne va pas parler du chômage, on ne va pas parler du logement. Il faut réinventer tout cela. Alors, on entend couramment 4 scénarios de l'après-Covid. Premier, on dit on limite la mondialisation, on va relocaliser. D'accord, on relocalise. Cette chemise, made in France, vaut, admettons, 150 €. Made in China, elle vaut 15 €. Je suis devant le magasin, j'ai le même coton, la même chemise. Qu'est-ce que je fais? J'achète français, 150 €, ou j'achète chinois, 15 €. Et là, c'est un fait, on achète le moins cher. Donc, relocaliser, c'est pas évident. Il faut vraiment qu'il y ait une motivation, une compétition qui se fasse d'égal à égal. Dans certains domaines, c'est possible. Deuxième point qu'on entend souvent dans les scénarios, c'est redéfinir le rôle de l'État. Oui, le rôle de l'État. La France jacobine, on voit ce qu'il en est. On dit, ah oui, l'Allemagne, elle est beaucoup plus girondine, etc. Mais ce n'est pas le nœud du problème. Le Vietnam, qui est un pays autoritaire, qui a 100 millions d'habitants, il n'y a aucun mort, officiellement. Le Japon, il a 3,2 morts par million d'habitants. Ce n'est pas beaucoup. La Grèce en a 12. Ah oui, la Grèce, pourtant, la Grèce, des vieux en surpoids dans un état où la médecine est pitoyable parce qu'ils ont perdu 19 000 médecins en 10 ans. 12 morts par million. L'Allemagne, 68 morts. La France, 270. Et l'Italie, pas loin des 500. Définir le rôle de l'État, c'est pas forcément que ça. Limiter la puissance des entreprises, des GAFA, des Batix. Oui, on en a parlé de les limiter. Oui, Amazon est trop puissant. Oui, Facebook devient trop puissant. Oui, Google devient trop puissant. Et c'est la même chose pour Alibaba, Baidu, etc., Tencent, etc., et même Netflix ou autres. Il faut réfléchir à ça, car ces grosses entreprises qui sont des puissances financières gigantesques que les États n'arrivent plus à contrôler, il faut réfléchir aux moyens qui puissent être contrôlés. C'est vrai. Et l'Europe en est absente. L'Europe en est absente quand on parle de stop Covid avec l'Allemagne et la Suisse, même si l'Allemagne a quitté le projet, je ne sais pas pour la Suisse. On est à chercher une solution européenne. Et l'Allemagne quitte parce qu'elle dit oui, mais Apple et Google me proposent la solution et on y va.
Et c'est vraiment une caricature. Et puis, il y a dans ces quatre scénarios, il y a le quatrième, on en parle un peu moins, mais il concerne l'entreprise et la France, et donc l'entreprise France. D'abord, l'urgence comme exercice de management, la panique, la peur. On voit que l'État n'a pas su traiter le problème de Covid-19 dans l'urgence. Heureusement, il y a le principe de précaution. Ah, quelle belle idée, le principe de précaution. Il nous faut en l'air. Ah, il y a la CNIL. C'est beau, la CNIL. Mais dans des circonstances comme ça, allons-y, prenons des décisions avec une personne unique. D'ailleurs, la crise de Covid-19 n'est pas une réponse ou d'une dictature ou d'une démocratie. La Corée, le Vietnam, Singapour, Japon, Israël, la Grèce, le Portugal, c'est de la réactivité rapide. Comment ça se fait que nous, en France, on n'a pas été capable d'avoir cette réactivité rapide? Comment ça se fait que la France, les États-Unis, l'Italie, le Royaume-Uni ont eu cette lenteur? On se rend compte qu'en manière de management, il faut savoir aller vite. C'est de la situation de crise. La troisième chose d'ailleurs, par rapport à cela et cette urgence comme exercice, c'est le renversement du processus scientifique. Et c'est quelque chose que j'ai développé sur YouTube. Nous sommes trop scientifiques en France. On a créé un comité scientifique qui apparemment a été vexé comme un pou et a fait paraître des conclusions alors que le Premier ministre, le lendemain, donnait donc d'autres conclusions. Ce comité scientifique, on ne sait pas comment il a été choisi, on ne sait pas surtout comment il fonctionne de l'intérieur, qui domine. On sait qu'il y a quand même un généraliste, qu'il y a un sociologue, mais il aurait peut-être fallu avoir un comité de sociologues à côté. Or, ce côté-là, on l'a d'ailleurs traité au dernier sommet du digital. Il y a le numérique et il y a l'humain. Et si on néglige l'humain, si on ignore l'humain, ça ne fonctionne pas. Nous sommes dans une irrationalité aujourd'hui qui est assez grave sur tout le comportement qu'on a vis-à-vis de cette crise. Et puis, il y a 4 autres scénarios. Il y a 4 autres scénarios qui sont des scénarios généraux. Le premier scénario, c'est le Covid disparaît. Comme ça, du jour au lendemain, ça ne change rien. C'est possible. C'est possible. Le deuxième scénario, l'entreprise supplée l'État. C'est-à-dire que l'entreprise prend la place de l'État. Ce n'est pas tout à fait le cas, mais c'est un capitalisme empathique qui pourrait se développer. Le troisième scénario, il est d'ailleurs en train de se passer, les États-Unis sont profondément touchés par le Covid-19. C'est la Chine qui devient leader mondial. D'ailleurs, la Chine a déjà pris les présidences dans des organismes dépendants de l'ONU, comme le monde du travail, de l'informatique, des transports, du numérique, etc. Elle a 5 commissions qu'elle dirige, et en sous-main, apparemment, elle dirige aussi l'OMS. Ça veut dire que la Chine, qui attendait 2049, le centenaire de la grande marche de Mao Tse-tung, bien plus tôt dirigera le monde, et ça aura un impact très fort. 4e scénario général aussi, le Covid ne disparaît que très lentement. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, on y sera encore, peut-être avec le Covid-20, le Covid-21, et on arrive dans une situation isolationniste. Vous voyez qu'en termes de prospective, il y a plusieurs scénarios, plusieurs types de scénarios qui sont à travailler. Mais là-dedans, je ne parle pas du monde de 2019, du monde qui était au début de 2020. Or là, il faut le regarder. Qu'est-ce que j'ai ? Les gilets jaunes, le problème des retraites, la réforme du chômage. Dans le monde, on a les révoltes de Hong Kong, de Bolivie, du Chili, du Liban, d'Argentine. N'oublions pas non plus Greta Thunberg et les grèves scolaires pour la nature, pour l'environnement. N'oublions pas non plus la solastalgie, c'est-à-dire cette peur du lendemain qui fait que lorsqu'on s'investit sur un sujet et qu'on n'aboutit pas à quelque chose de positif, on a un effondrement psychologique personnel. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui se sont apparemment fermées
depuis le 16 mars ou depuis cette crise de Covid-19, ils se sont pas fermés. On a mis un drap dessus pour les oublier et on ne parle plus que du Covid. Et la réalité n'est pas là. Ils sont là en dessous. Et donc, on a cet appauvrissement du monde qui apparaît, qui est un appauvrissement difficile, parce qu'aujourd'hui, le monde est à 50% urbain, 75% pour la France, il est à 50% urbain. Donc, on est dans une économie organisée. Lorsque l'on parle de la grippe espagnole de 2018-2019, on était dans un monde très rural, la majorité rurale, la large majorité dans le monde, y compris d'ailleurs en France. Donc, on était dans un monde qui était moins urbain, donc moins sensible à des virus et qui pouvait éponger les crises au niveau local, alors qu'aujourd'hui, nous vivons sur un certain niveau de vie qui exige de nous beaucoup de choses. Lorsque l'on imagine donc ce monde d'après, imaginons que ce soit dans 6 mois, peut-être à la fin de l'année, le monde aura profondément changé. Il s'est passé plein de choses. Et plein de choses vont s'exagérer, vont se développer. Bien sûr, tout ce qui touche au social, on en a parlé, il faut le revoir. Mais par exemple, le revenu universel, est-ce qu'il faut en parler du revenu universel? Vous avez vu que chaque pays, ou à peu près, y compris les États-Unis, donne, je crois, les États-Unis, c'est $1 200 par personne, plus 300 ou 500 $ par enfant. Ils ont dit au départ, c'est une fois pour toutes. Puis après, on va voir si ce n'est pas 2 fois pour toutes. Nous aussi, on a donné 1 500 €, 1 800 €, je ne me souviens plus tout à fait, mais je crois que c'est 1 500 €. On s'approche d'une sorte de revenu universel. Parce que ça pose la question, dans ce monde social auquel il faut qu'on réfléchisse, de l'écart des revenus, du revenu de base, enfin du revenu des gens. En France, il est très large. Alors bien sûr, après, il y a la redistribution avec les impôts, les taxes, etc. Et on a un indice de Gini qui est très performant. Mais au départ, il est très large. Donc ça pose la question des rémunérations et des écarts de rémunération qui parfois sont exagérés et il faut y réfléchir. Ça, c'est tout ce qui touche au social. Et j'ajoute une chose. Qu'est-ce que c'est que la génération Covid? Avoir 20 ans en 2020, en plein Covid, ou avoir 18 ans, peu importe, ça aura un impact très fort sur cette génération. Combien de temps ça va durer? Vous savez, quand on regarde les événements passés des jeunes qui avaient 20 ans à ce moment-là, ils les ont profondément marqués. Tout ce qui touche à la technologie aura changé. Alors la 5G, on a même vu des gens en Angleterre qui ont brûlé les antennes de 5G en disant c'est à cause de la 5G. Ça, les fake news, ça se multiplie. Mais la 5G, on en fait quoi? Si nous ne la pratiquons pas, comme c'est en train de se glisser petit à petit en France, où on retarde les choses, mais nos concurrents l'auront. Les Jeux Olympiques de 2020 de Tokyo, qui auront lieu en 2021, s'ils ont lieu, mais ils seront complètement 5G, avec des voitures autonomes, avec du numérique partout, etc. Qu'est-ce qu'on fera, nous, au niveau des Jeux Olympiques de 2024? La Coupe du Monde de foot de 2023 sera 5G. Tout ce qui touche à l'alimentation, à l'agroalimentaire, à l'agriculture aura changé. Bien sûr, on évolue dans notre manière de manger, et puis on aura des fermes verticales, du bio, le local, réduction des déchets, tout ça. Tout ce qui touche à l'environnement, à la maison, mais va évoluer. La ville va être perçue différemment. Il va falloir la verduriser. Il faut que l'on protège mieux les terres arables. On se rend compte de leur importance. Tout ce qui touche à la santé aura largement changé, en particulier avec la 5G. Dans quelques années, on va être chargé de puces qui vont nous aider au niveau de notre santé. Et puis, on en aura sur les lunettes, les clés, pour savoir où on les a laissées, parce que je ne me souviens plus où j'ai laissé mes clés. On n'est pas en 14-18 avec ce qui se présente. On n'est pas en 39-45 non plus. On était dans un état où on n'avait pas la technologie d'aujourd'hui. Mais on est dans un monde où le choc psychologique sera
extrêmement puissant pour les individus. On ne sait pas combien de temps ça va changer, mais il faut se préparer vraiment à ce monde d'après. Et j'ajoute que faire de la prospective à l'intérieur de l'entreprise, maintenant, mais d'ailleurs faire de la prospective au niveau de l'État, maintenant, c'est aider les salariés de l'entreprise, les clients de l'entreprise, les Français, à voir plus loin, ce que je disais au départ, lever le nez du guidon et dire « mais où vais-je aller ?» Il y avait une commission qui était née des Gilets jaunes et qui se réunissait au Conseil économique et social, qui avait rendu des conclusions il y a 3-4 semaines. On en a à peine parlé. Et pourtant, elle commençait à parler du futur. Et ça, c'est vraiment dommage qu'on ne soit pas allé plus loin. On a peu de temps pour travailler sur ce futur, y compris dans les entreprises. Peut-être 1 mois, peut-être 2 mois, mais surtout, faites-le. Et si la crise qui est née du Covid-19 n'était qu'un accélérateur du monde d'après, c'est-à-dire que ce qui va sortir de la crise, ce n'est pas l'enfoncement à vouloir récupérer ce qu'on avait avant, mais c'est d'inventer un nouveau monde qui va nous faire basculer dans celui que l'on aurait envie. Et on risque de vivre à ce moment-là les années folles, comme on les a vécues dans les années 1920. Donc, en conclusion, je vous recommande 2 plans de futur. 2 plans. Le premier, travaillez sur votre futur immédiat, c'est évident, ce plan de relancement dont je vous ai parlé. Le deuxième, anticipez, imaginez l'après-Covid. Quel monde voulez-vous voir? Il ne faut pas se laisser surprendre. Nos concurrents ne sont pas des collègues. S'ils restent des collègues, c'est qu'on n'a rien changé. Et c'est vraiment pas bon signe. Mieux vaut être le premier que la copie. Et dernier point, vous emmenez l'entreprise en travaillant sur sa prospective et vous emmenez les équipes qui sont avec vous. Donc surtout, c'est quoi le monde où j'aimerais vivre dans 1 an? Posez-vous cette question et vos radars vont capter les signaux faibles quasiment tout seuls. Merci. Merci Philippe. J'ai une question. D'après toi, quel est le pays qui va le mieux s'en sortir? C'est difficile parce que spontanément, j'avais envie de dire pour rigoler, le Portugal. Et c'est pas faux. Il va bien s'en sortir. La Grèce, c'est pas faux. Elle va bien s'en sortir. Mais dans le monde qui nous entoure, le Danemark, regardez le Danemark. La bourse au Danemark est au niveau quasiment d'il y a 6 mois. C'est un petit pays, le Danemark, et qui se débrouille bien. Quel pays va mieux s'en sortir? Il y a le problème de la crise, de la maladie elle-même. Est-ce qu'il y a des effets de recontamination? Parce que ce n'est pas en train de chuter comme ça. Il peut y avoir des petits bosses. Voilà, on voit quand même ceux qui s'en sortent le mieux déjà en ce moment. L'Allemagne s'en sort un peu mieux que nous. Et surtout, elle aura dépensé moins d'argent. Elle aura eu proportionnellement, bien sûr, beaucoup moins de morts, j'ai donné les chiffres, et elle va rebondir, je pense, assez fortement. Je parle de l'Allemagne en tant que concurrent, parce que c'est quand même un concurrent et un partenaire. Mais notre problème, c'est que dans l'image que je vous ai donnée du petit TGV qui redémarre à côté, elle va recommencer à partir 15 jours, 3 semaines avant nous. Elle aura une chute de son PIB de 5-6%, et nous, on risque d'être à 12-15%. On aura un sacré handicap. Merci. On a une auditrice qui vient de Suisse qui nous met un petit message et qui dit « C'est rigolo le panorama que vous dressez, car vu de la Suisse, nous ne percevons absolument pas les choses comme ça. Le pragmatisme est de rigueur ici. On a tous la conscience qu'on va devoir se réinventer et les travaux, y compris chez les petits artisans et commerçants, ont largement commencé. » Tout à fait. Tout à fait. Et les éléments que je vous ai donnés sur la Grèce viennent d'un journal suisse qui s'appelle Le Temps. Donc, je regarde ce qui se passe en Suisse. Il y a des gens en Suisse, des médecins en Suisse qui sont assez proches
les théories du docteur Raoult, et ils ont fait des choses qui étaient effectivement moins immobilisantes pour le pays. Tout à fait. Tout à fait. Et en plus, j'ajouterais que la Suisse a une particularité, c'est que son unicité ne vient pas de sa multiplicité. La Suisse est multiple, c'est une confédération, mais cette unicité date d'il y a très longtemps. J'allais en Suisse il y a très longtemps et je voyais les vergers avec des pommes, des abricots, etc. Et une revendication helvétique d'acheter local. Quand je dis très longtemps, c'est peut-être il y a une cinquantaine d'années ou même un petit peu plus, ce qu'on n'a pas beaucoup en France. Il y a une revendication nationale en Suisse qui est très forte et qui l'aide aussi à digérer des crises. Merci. Une petite question encore. Qui sont les mieux préparés au sein des entreprises, les collaborateurs ou les managers? Et les entreprises dirigées par les actionnaires peuvent-elles imaginer l'après à long terme? Moi, je crois que les gens les plus près, je vois ça par rapport à mon métier de prospectiviste. Mes clients sont plus des individus que des entreprises ou des hiérarchies. C'est plus en rapport avec l'ouverture. Les gens sont tous ouverts, mais la curiosité plutôt des gens. Leur curiosité et leur créativité. Et c'est ça qui dirige les gens aujourd'hui, qui vont s'en sortir. Ceux qui sont curieux, créatifs et qui sont critiques. C'est-à-dire qu'ils ne se laissent pas enfermer dans un système mental scientifique, scientiste, qui organise tout et qui est uniquement fondé sur les chiffres. D'ailleurs, dans un YouTube de TEDx, j'avais retenu le mot curieux, créatif et critique. Et curieux, critique et créatif. Et c'est vraiment important. C'est ce type de personne qui va s'en sortir. Si les actionnaires ont cette caractéristique, parce que les actionnaires ne sont pas des gens anonymes, si les patrons ont ou les dirigeants ont cette caractéristique, si certains salariés, certains cadres d'entreprise ou salariés simples d'entreprise ont cette caractéristique de savoir rebondir, eh bien, il faut ce créer. Et là, ça devrait fonctionner. Peut-on imaginer à nouveau l'expansion perpétuelle, par exemple la 5G comme tu l'évoques, puis la 6 ou la 7G sur la planète dont on comprend chaque jour davantage qu'elle n'est pas extensible? Alors, la planète n'est pas extensible. On est parti quand même depuis l'invention de la machine à vapeur dans l'Anthropocène, c'est-à-dire l'homme domine la nature. Et si on dit, ben non, c'est pas simplement l'Anthropocène, oui, ça a commencé avec la fin du chasseur-cueilleur. Lorsque l'homme est devenu sédentaire et il est devenu agriculteur, il est devenu esclave du temps et de la production. Donc, on est dans cette tendance-là, sur le plan technologique, à l'améliorer, et l'homme, comme Robinson Crusoe sur son île, crée, imagine, améliore sa vie. Même s'il est sur une île déserte, il est seul sur son île déserte. Donc oui, on aura la 5G, je pense. Oui, on aura la 6G. Entre-temps, il y aura l'informatique quantique. L'idée qui dirige cela, c'est, bien sûr, aura-t-on les matières premières pour le faire? Et moi, c'est une énorme interrogation que je me pose, ne serait-ce que, par exemple, lorsqu'on dit le monde de demain sera urbain, on a 7 milliards 800 millions d'habitants, si on arrive bientôt aux 9 ou 10 milliards d'habitants, c'est peut-être 2 milliards et demi d'habitants en plus qu'on aurait vers 2045-2050, ça veut dire qu'il faut 800 millions de logements, 800 millions de logements pour loger cette population. On n'a pas les matières premières pour construire ces 800 millions de logements. On n'a pas le sable qu'il faut pour construire les 800 millions de logements. C'est basique, c'est même pas de la 6G ni de la 7G. On invente de nouveaux bétons, on invente de nouvelles matières, on va recycler d'anciennes matières, on va utiliser des cultures pour produire des choses qui nous aideront à faire cela. Bien sûr, je me souviendrai toujours que
Fidel Castro disait on ne va pas nourrir des voitures avec de l'agriculture, c'est un danger. Il ne voulait pas qu'on produise de pétrole à partir de production agricole. Oui, c'est vrai. En même temps, on arrive à associer tout cela, à utiliser des déchets du monde agricole, à recycler. On va vers une économie circulaire qui fera que nos déchets d'aujourd'hui seront les mines d'or de demain. L'homme s'adapte. Il faut surtout imaginer que les solutions d'aujourd'hui évoluent très rapidement. On le voit par exemple sur la puce, la puissance de la puce. C'est la loi de Moore. Donc, dans tous les domaines, je pense qu'on sera à ce niveau-là. Quels sont les filtres qui bloquent ou biaisent l'analyse des signaux faibles? Typiquement, je reprends le discours d'Édouard Philippe, on nous met la tête dans le sac. On nous empêche de réfléchir. Vous n'entendez aucune discussion sur le monde d'après. Ah si, le monde d'après dont on parle, c'est celui du 12 mai ou du 3 juin. Ce n'est pas ça le monde d'après. On nous bassine du présent et on nous empêche de réfléchir à plus tard. Mais par exemple, prendre un exemple très simple. N'aurions-nous pas pu, à Paris, par exemple, pendant cette période de confinement, tester la voiture autonome? C'est une voiture qui roule toute seule. Le danger de la voiture autonome, c'est de croiser d'autres voitures, des gens, etc. C'est ça le danger. On vient de vivre 4 ou 5 semaines depuis 16 mars, ça fait je crois 5 semaines, où la ville est vide. Je me promène tous les soirs entre 9h et 10h. Je peux traverser n'importe quel boulevard parisien, boulevard du Montparnasse, les Invalides, etc., comme je veux, il n'y a personne. Pourquoi n'aurions-nous pas pu tester les véhicules autonomes à ce moment-là? C'était une occasion unique. Donc on voit que on est dans une période où on n'utilise pas assez les opportunités qui viennent. On est trop la tête dans le guidon. Et c'est vraiment dommage. Comment pourrions-nous faire pour faire prendre conscience à nos dirigeants qu'une stratégie de repli, de gestion patrimoniale et de perfusion d'aide étatique étaient des recettes médicaments du monde d'avant et s'avéreront inefficaces dès demain? En France, c'est un petit peu la culture de la France. C'est, je sais pas, dans les années 1975-76, il y avait une grave crise économique. Le chômage a monté très rapidement. Et Giscard d'Estaing a dit « il ne faut pas que quand on a du chômage, on gagne moins que quand on travaille ». Donc le chômage, il est à 90%. On a fait un petit peu la même chose avec les aides pour les gens qui ne travaillent pas. Et on est l'un des pays les plus généreux du monde, où la baisse de salaire n'est que de quelques pourcentages. Finalement, on vient de dire que ça n'aura lieu que jusqu'au 1er juin. C'est dans notre culture française de faire cela. Alors, comment faire comprendre aux dirigeants? Je ne sais pas, c'est une culture, c'est un choix politique qui est un petit peu difficile à exprimer, qui ne s'entend pas beaucoup. Il y a une sorte de cohérence de l'ensemble de la pensée, d'ailleurs de la gauche à la droite, et j'allais même dire de l'extrême gauche à l'extrême droite. On entend les mêmes choses. En quoi un scénario de convergence des démocraties occidentales en réaction à la Chine, le populisme et l'isolationnisme n'est-il pas envisageable? Ça, c'est triste. Ça, c'est triste pour moi de voir que, ne serait-ce qu'au niveau de l'Europe, on n'arrive pas à être cohérent. D'ailleurs, la cohérence de l'Europe date, pour moi, le plus récemment, du vote sur le Brexit en 2016. Lorsqu'il y a eu le vote sur le Brexit en 2016, le référendum, l'Europe ne s'est pas posé immédiatement la question, mais finalement, les Anglais, pourquoi ils veulent partir? Qu'est-ce qu'il leur manque chez nous? Qu'est-ce qu'il y a de trop? Qu'est-ce qu'il n'y a de pas assez? Et que devons-nous faire? Ça date de 2016, on est en 2020, on n'a toujours pas la réponse. Donc, avoir une réponse occidentale vis-à-vis de la Chine, malheureusement, ce n'est qu'une réponse américaine qui compte, parce que l'Europe n'a pas le poids politique aujourd'hui qui lui est nécessaire. Je vais croiser deux questions. Est-ce que les consommateurs seront plus enclins à consommer autrement,
Quel nouveau type de consommation au regard des signaux faibles et pensez-vous que nous allons vers plus de sobriété? Alors, je pense que les consommateurs vont revenir à leur manière précédente de fonctionnement. Alors, c'est vrai qu'ils auront vu, ils auront été sensibles à certains éléments. Alors, peut-être que certaines personnes vont les conserver, mais ce sera infinitésimal. On va voir déjà le 11 mai ou le 12 mai, d'ailleurs c'est maintenant le cas, la ruée dans les hypermarchés, et pas forcément dans tout ce qui est bio, voilà, ou local. Le local, on en a profité là. Alors peut-être ponctuellement, certains acteurs du local auront su se créer une place qui va se développer, mais on va revenir à quelque chose d'un petit peu plus important de ce que c'était avant, et d'un peu... Mais voilà, ça va revenir. Et la deuxième partie de la question, j'avais la réponse, mais je ne me souviens plus de la question. Alors, il y avait quel nouveau type de consommation on regarde des signaux faibles et la frugalité. Voilà. Et puis voilà, la sobriété. La frugalité. La sobriété. Oui, je ne l'ai pas assez dit, mais quand on dit, et c'est vrai, quand on dit que la France va perdre 10 ou 15% de sa puissance, mais comment le payer? Comment compenser? Est-ce qu'on va avoir, je vous ai dit qu'il y aura un petit peu de déflation rapidement, et après il y aura de l'inflation. On est au niveau de l'Europe, il faut qu'on se règle au niveau de l'Europe, mais une bonne petite inflation, ça permet de baisser le pouvoir d'achat. De toute façon, on en est là. Si l'entreprise vend moins de produits, elle a besoin de moins de personnel, il y aura du monde au chômage. Donc on va avoir un ralentissement, donc d'une augmentation du chômage, une baisse des salaires globalement. Oui, on saura peut-être vivre de manière un petit peu plus frugale. Maintenant, notre vie d'aujourd'hui s'est habituée de plein de choses. Lorsque l'on parle de l'euro ou des 35 heures, qui ont tous les deux commencé en gros en 2000, hein, les 35 heures, aujourd'hui, on ne vit plus comme en 2000. Le temps est autre. On a tous des téléphones portables, il n'y en avait pas à l'époque. On a des smartphones. Donc notre temps professionnel, notre temps privé se mélange. Depuis les 35 heures, on a changé. Lorsque l'euro est apparu, souvenez-vous, en 2001, on regardait les tours de New York s'effondrer sur CNN. Mais qui regarde encore CNN aujourd'hui? On regarde Twitter, on regarde Facebook. Donc notre monde a complètement changé. Nos besoins ont complètement évolué. Et je pense qu'avec la 5G, ils vont encore changer. Alors la frugalité, elle monte par rapport à un monde que l'on veut obtenir. Alors oui, il faudrait avoir des formes de dispositions prises au niveau de l'État pour qu'on consomme moins de pétrole. Regardez les compagnies aériennes aujourd'hui et les fabricants d'avions. Les compagnies aériennes disent on va retrouver notre rythme de compagnie aérienne dans 2 ans, si tout va bien. C'est ce que dit Lufthansa, c'est ce que dit Air France. Airbus et Boeing disent nous, il faut qu'on diminue nos effectifs de 10%. Mais la question, elle n'est pas là. Elle est, est-ce que c'est normal que pour aller à Nice ou pour aller à Athènes, ça me coûte moins cher en avion qu'en train? Le train consomme très peu de carbone, l'avion en consomme beaucoup. Mais c'est aujourd'hui l'occasion de dire, mais il faut que le kérosène soit taxé. Puisqu'on a une diminution du nombre d'avions qui volent et du nombre d'avions que l'on construit, profitons-en pour refondre le transport aérien et sa nécessité. Alors oui, mais après, je ne vais plus pouvoir partir en week-end à Barcelone. Ben non. Ben non. Est-ce qu'il est nécessaire de partir 5 fois, 10 fois par mois en week-end à Londres, à Barcelone, à Lisbonne, à Glasgow, etc. Ce n'est pas nécessaire. Donc, c'est vraiment l'occasion, ce que je disais tout à l'heure, de se réinventer et de travailler sur le monde d'après le Covid-19. Il faut vraiment le faire. Individuellement, c'est difficile, mais je crois qu'on était sur une ligne et la ligne va changer. Plutôt à l'horizontale, la ligne va changer.
on va partir sur une autre voie. Et il faut en avoir conscience parce que si on ne le fait pas, on va récupérer notre pollution carbone, etc. Et alors, ce que l'on risque, c'est des choses pires. Une montée des temps, l'année 2019 est la deuxième plus chaude de l'humanité. Une montée des températures très forte et rapide, on le veut. On a de la chance, il n'y a pas eu de canicule pour le moment au mois d'avril. On pourrait en avoir une au mois de juin, on sera déjà déconfiné. Bon, on pourrait avoir des pluies gigantesques, et encore ça disparaît les pluies, mais la canicule ça reste. On pourrait avoir des stagnations du CO2. Vous savez que le 28 mars, Paris était pollué? En général, on ne le sait pas. C'était à cause du chauffage, pas des voitures, du chauffage. Le taux de pollution aurait dû faire ralentir la vitesse des voitures. Il n'avait pas assez servi. Donc, il y a beaucoup de choses qui nous attendent. La montée des océans, si on a des brusques montées de température, on peut avoir des montées des océans. Alors oui, aujourd'hui, c'est du type de quelques millimètres par an. Oui, mais si c'est plus du millimètre par an, si c'est des centimètres, ça fait pas mal de gens qui commencent à être inondés. Bien sûr, le Bangladesh, les Pays-Bas, Venise, New York, ça commence à monter, Dunkerque peut vite être sous le niveau de l'eau, Bordeaux aussi, etc. Donc oui, il faut changer. Il faut imaginer ça. Il faut imaginer en fait que ce que l'on vit, c'est une crisounette, une toute petite crise de rien du tout, et qu'on peut vraiment avoir pire. Alors, vous êtes un prospectiviste, pardon. Vous nous faites part de votre point de vue. Y a-t-il un collectif dans lequel vous travaillez qui a construit une série de scénarios des possibles? Alors, juste, je m'arrête sur le mot des scénarios des possibles. Moi, ce que j'aime bien travailler, c'est les scénarios des impossibles, des détestables et des haïssables. Parce que les possibles sur lesquels on a envie d'aller, il faut un peu pousser, et ce qu'on vit aujourd'hui montre bien qu'il faut exagérer les choses pour imaginer le pire. Alors, je ne travaille pas avec un collectif là-dessus. Enfin, si, je travaille avec dans de nombreux groupes sur beaucoup de sujets qui sont divers et variés. Et on retrouve aussi les sujets de prospective. Oui, oui, à ce titre-là, oui. J'ai une dernière question. Comment lutter contre l'appauvrissement de l'aide au développement et aider le train du Sud à poursuivre son accélération? Greta Thunberg, dont on ne parle pas, vient de faire un chèque de $100 000 ou 100 000 euros, je ne sais pas, au titre de sa fondation pour aider l'UNICEF. Donc, oui, on aide. Parallèlement, l'Afrique est beaucoup moins touchée par le Covid-19 que nous. D'abord parce que comme la Corée, Singapour ou Taïwan, ils ont connu des crises et ils savent mieux réagir. Et puis, comme de nombreux pays pauvres, ils ont travaillé avec des médicaments pas chers, comme dit le docteur Raoult, la chlorhexine et l'antibiotique Azithromycin ou je ne sais plus. Bon. Ceci, vous le connaissez tous. Bon. Ceci dit, oui, il faut aider ces pays, il faut créer de l'emploi, mais je crois que alors l'Amérique du Sud, c'est quelque chose de différent. On est en train de créer en Afrique, à mon sens, un monstre. On crée un monstre parce qu'on veut trop reproduire le monde occidental au sein de l'Afrique. Et on crée des villes, mais qui sont dramatiques. Lagos, Le Caire, etc. Des villes de, je ne sais pas, 10 millions d'habitants, c'est 20 millions d'habitants, des villes gigantesques. On crée un système urbain qui fait que les gens quittent leur campagne pour aller dans les villes et ils vivent dans des ghettos, cultivant des sacs de terre, parce qu'il faut bien qu'ils vivent de quelque chose. Alors nous, on l'a créé, le monde occidental. La Chine y contribue largement aujourd'hui. Heureusement,
du côté du lac Victoria, il y a quelques États qui ont un développement économique important. D'ailleurs, parmi les 10 pays au monde qui ont le plus grand développement économique, on retrouve le Botswana, le Burundi, l'Ouganda, tous ces pays-là qui se développent et qui arrivent, peut-être parce qu'ils sont petits, à faire quelque chose de plus normal. Et à côté de ça, nous, l'Europe, nous ne sommes pas loin. C'est vrai qu'on attire les Africains chez nous. Ils vont plus vers le Nigeria ou l'Afrique du Sud qu'ils ne vont vers l'Europe. Tu publies tous les mois la lettre des signaux faibles. Quel est, parmi ta dernière lettre, le signal faible que tu aimerais nous faire partager? Ah, ça c'est la colle. J'oublie tout le temps. Quand j'ai fini de rédiger une lettre, ça y est, je l'ai oublié, moi. Alors, bien sûr, c'était pas mal sur le Covid-19, mais il y a un sujet alors, je n'ai pas encore la dernière lettre, il faut que je la fasse ce week-end, la prochaine lettre. Il y a un sujet, moi, qui me travaille aujourd'hui, c'est ce besoin de prospective. C'est-à-dire que, c'est un petit peu ce que j'ai dit là, je suis exaspéré de voir que dans les médias, on ne parle, j'allais dire, que du prix du pain. C'est-à-dire, si je vais chez le boulanger, est-ce qu'il faut que je mette mon masque? Comment je l'enlève? Quand je dis bonjour? On ne parle que de ça. Et moi, je trouve ça dramatique. Il faut vraiment préparer demain. Si on ne prépare pas demain, on reste les deux pieds dans le même sac, même pas dans les mêmes chaussures, dans le même sac, et on n'avance pas. Et moi, je suis vraiment persuadé qu'il faut travailler sur demain. Et on n'a jamais eu autant besoin de prospective qu'aujourd'hui. Il faut vraiment le faire. Je crois que ce sera... Alors ça, c'est plus un signal faible, c'est un signal fort, Sylvie. En préparant ce webinaire, tu m'as gentiment dit que voilà, toutes les personnes qui se sont inscrites à ce webinaire, tu allais leur offrir la prochaine lettre des signaux faibles. Alors, on t'en remercie de leur part, de la nôtre. On enverra donc en même temps que le replay a un petit lien sur ton abonnement à la lettre de tes signaux faibles. Et puis, dès qu'elle sera sortie, que la prochaine sera sortie, on l'enverra à l'ensemble des personnes qui se sont inscrites à ce webinaire. Je vais juste vous demander à l'un et à l'autre, Xavier et toi, le mot de la fin. Je vous laisse la parole. Xavier? Peut-être Philippe d'abord, non? Bon, alors, si tu veux, merci Philippe, parce que je pense que c'était utile de nous rappeler que effectivement le monde d'après, c'était pas le 12 mai. Et je pense que ça, c'était intéressant. Je vais juste faire une petite aparté. Alors, je te remercie vraiment pour tout ce que tu nous as dit et je pense que ça nous a tous ouvert. Maintenant, il faut qu'on digère un peu, qu'on se pose nos propres questions par rapport à nos situations. Juste une petite information. La semaine prochaine, nous aurons 2 webinaires et non pas un seul sur 2 sujets, dont un qui est très d'actualité, qui s'appellera, donc c'est celui de mercredi, qui s'appellera Comment réussir la reprise et le déconfinement, avec 3 visions complètement différentes. On aura la vision d'un des plus grands chefs de réanimation en France, à l'hôpital d'Annecy-Genevois. On aura Blaise Agresti, que vous avez déjà vu sur le premier webinaire, qui est l'ancien patron des PGHM, qui fait beaucoup de parallèles entre la montagne et puis l'entreprise. Et le troisième invité, ce sera Romain Roy, qui dirige Greenwiz, et qui sera intéressant d'avoir son point de vue parce que depuis le début de ce confinement, lui, son activité a augmenté, donc avec les problèmes de sécurité, de gestes barrières, etc. Donc ça va tous nous aider un petit peu pour préparer vraiment ce déconfinement et cette reprise. Ça, c'est celui de mercredi, et celui de jeudi, je vais très vite. On va dire plus une vision plus grande encore au niveau intellectuel. On va parler de culture et transformation numérique à l'heure du reset avec Philippe de Vos. Alors, Philippe de Vos, il était au sommet cette année encore une fois, et c'est toujours un plaisir de l'avoir parce qu'il a toujours un angle de vue un petit peu différent de tout le monde, un petit peu plus haut souvent, et ça nous amène à bien réfléchir. Voilà, donc un beau programme la semaine prochaine. Merci Philippe, encore une fois, et puis je te laisse du coup le mot de la fin. Confinez bien, prenez soin de vous encore quelques temps et puis pensez au futur, ça vous déclenchera des signaux faibles, vous les percevrez plus. À bientôt. Merci Philippe. Au revoir.